3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Bertrand Puif nous accompagne, gérant Action Internationale chez Fidelity International. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Et un investisseur institutionnel à nos côtés également, Laurent Martin. Bonsoir Laurent. Vous êtes trésorier au sein de la direction administrative et financière de CIBTP France, qui est le réseau des congés et intempéries du BTP. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Le retour de la macro américaine, en partie, tout du moins. Léa, qu'est-ce qu'on va découvrir, ou pas d'ailleurs, de l'état de santé de l'économie américaine après ce petit trou noir en matière de données dures? On s'est référé à beaucoup de données d'enquête, de données privées, qui ont permis quand même aux économistes de continuer d'alimenter, j'allais dire, le narratif de marché, mais on attend des données un peu plus dures et peut-être un peu plus fiables aussi, malgré tout. Un trou noir qui fait quand même du bien dans notre temps d'économiste, profitons-en. C'est quoi le cri du cœur d'une économiste soulagée d'une absence de déluge de données permanentes? Alors, c'est ça absence de déluge, et puis en fait, l'un dans l'autre, on voit bien que le panorama par rapport à ce qu'on avait connu fin d'été, au mois de septembre, il a en fait très peu changé. La décélération de l'emploi, on continue de le voir, on n'a effectivement pas eu les NFP, mais toutes les données un peu alternatives qu'on peut avoir donnent des ordres de grandeur entre 0 et 50 000 créations d'emplois. Pas énorme, mais en même temps assez cohérent avec le cycle. On a une économie sur le 3e trimestre qui ralentit un peu, en tout cas en termes d'emploi. Pas de surprise à avoir. Le point qui est intéressant, c'est par rapport à l'inflation aussi. On va attendre de voir sur les chiffres. On n'aura probablement pas le mois d'octobre. Mais en fait, c'était les mois dans lesquels on commençait à avoir un peu les effets des tarifs qui se propageaient sur les biens, sur certaines catégories de services. Et donc, l'absence de données ne devrait pas en fait faire diverger le scénario, un ralentissement de l'emploi, mais plutôt normal, plutôt que la crainte qu'on avait quand on avait eu des NFP autour de 20 000. Est-ce que l'emploi se fracasse? Non. Ouais, c'est crash. Non, c'est plutôt quelque chose qui se normalise. L'inflation commence à être un peu plus collante. On va commencer à voir les effets des tarifs. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est comment la Fed va réagir. Et il y avait un sentiment assez bizarre. C'est que on avait le sentiment que les membres devenaient un peu plus hawkish. Qu'en fait, la baisse était actée. En fait, la succession de baisses de taux était actée dès Jackson Hole, on attendait septembre, on attendait décembre. Là, sans chiffrage, on sent qu'il y a un peu de temps qui se met. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on voit? Nous, quand on utilise des indicateurs de sentiment, on le voit aussi, c'est-à-dire que les acteurs sont un peu plus hawk. Là, je pense que c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans les données? Est-ce qu'on va avoir des chiffres qu'on n'anticipe pas par les données? Est-ce qu'on a vraiment un choc d'emploi sur un mois? Il ne faut pas que l'oublier, il y a un certain nombre de fonctionnaires dans le secteur public qui, en fait, ont utilisé avaient un certain temps avec des salaires en plus, sinon ils étaient sortis du marché du travail. Donc côté emploi public, on risque peut-être d'avoir un choc. Et là, c'est un peu comment le marché, dans quel mood va se remettre le marché? Est-ce qu'on repart sur les questions attention, l'emploi se fragilise? Ou est-ce qu'au contraire, on est un peu dans le mood actuel où on dit, c'est quelque chose qui normalise et au final, la croissance américaine se reprend dès la fin d'année et le début d'année prochaine. Il y a des effets de rattrapage à attendre après 43 heures de shutdown pour ceux qui ont été mis en chômage partiel notamment. Net, on rattrape combien de ce qui a pu être perdu pendant 43 jours? Alors, c'est assez intéressant en fait. Le Congressional Budget Office on a beaucoup de chiffres sur qu'est-ce que ça peut avoir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est à peu près une semaine de shutdown, c'est moins 0,1 point de croissance. Donc avec ces niveaux-là, c'est entre moins 0,4, moins 0,6 sur la croissance. Traditionnellement, hors effet de rattrapage. Hors effet de rattrapage. Mais les shutdowns sont compensés derrière. Donc on devrait avoir ce trimestre-là mauvais, mais derrière on compense. L'un dans l'autre, on va dire que l'effet devrait être nul. La question qu'on avait sur ce shutdown, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'emploi public? Est-ce que derrière, les fonctionnaires retrouvent leur emploi? Ou est-ce que l'administration américaine utilise cet effet de shutdown pour mettre de côté un certain nombre de fonctionnaires? C'est ça qu'il va falloir regarder. Au-delà de ça, on a plutôt envie de le mettre sur je ne veux pas dire un no-event parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas quelque chose qui arrive dans un environnement macro qui reste favorable et qui probablement arrive dans une réaccélération. Donc au-delà des effets de volatilité, des surprises qu'on peut avoir au mois le mois sur les chiffres, pas à ce stade d'éléments de risque à mettre en avant. Je disais en introduction, peut-être que dans 2 mois et demi, on se retrouve à nouveau en situation de shutdown aux États-Unis. Alors, on est un peu habitué au 90 day break. Je vais dire que c'est un peu notre quotidien maintenant d'avoir des pauses, des phases d'attente. Des reports. Voilà. C'est un peu notre quotidien. Est-ce qu'on pourra y revenir? Oui, et probablement, sûrement. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que l'économie tient bien, en fait. Et donc, ça dépend de la période dans laquelle arrive le shutdown. Mais aujourd'hui, et puis encore une fois, il ne faut pas oublier, il y a les midterms qui arrivent. Là, on voit bien qu'il y a
commence à avoir des petites pressions sur les prix alimentaires. La question de l'économie ressurgit dans le débat. Je pense de toute manière que l'administration américaine fera tout pour remporter les mi-termes. On n'oublie pas, on disait un peu comme... alors, je ne vais pas dire une blague, c'est pas le bon terme, mais Trump fera des chèques. Et effectivement, c'est ce qu'il a voulu faire. 2 000 euros pour les ménages. Donc, tout ça, en fait, entretient le sous-jacent d'une économie américaine qui reste résiliente et qui se tient bien malgré cet environnement. Un peu plus d'incertitude, dont l'incertitude qu'on a actuellement. Je veux dire que c'est un peu notre quotidien maintenant, ces phases de on attend et puis... Ouais. Bon, un peu de patience donc, d'accord avec l'idée que oui, un peu moins de bruit statistique et ça permet aussi de peut-être se concentrer un peu plus sur les tendances profondes qui animent l'économie américaine, Laurent, et puis quel serait le risque ou un risque d'erreur pour la Fed à l'occasion de ce prochain meeting en décembre ? Oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Deux déjà qui votent pour le shutdown. Avec des réactions de marché qui sont parfois, qu'on trouve parfois très exagérées par rapport à la différence entre ce qu'on attendait du chiffre, est-ce que le chiffre est ressorti, avec souvent d'ailleurs le fait que le marché interprète le chiffre sort comme attendu, donc c'est bon. Alors que le fait qu'il sorte comme attendu n'est pas forcément bon. Ça peut être un mauvais chiffre. Ça permet de regarder effectivement un peu plus long. Alors, je ne suis pas économiste, je lis attentivement beaucoup de papiers d'économistes. Ce qu'on constate, je suis assez d'accord sur l'inflation, c'est un peu sticky. On a un peu le même panorama qu'en août, qu'en septembre. 3% d'inflation year on year. Sur les 6 derniers mois, 3% d'inflation. Sur les 3 derniers mois, 3,5% d'inflation. Le new normal, quoi. Le new normal. Et donc, la Fed, me semble-t-il, fait un peu rentrer des ronds dans des carrés en disant oui, l'emploi est fragile. Alors, on est à un taux de chômage de 4,3. Donc, avec aussi la politique migratoire de Trump, on pouvait s'attendre à ce que les créations d'emplois diminuent un petit peu. Donc, il reste dans cette optique de normaliser les taux vers le taux neutre. On ne connaît pas vraiment aujourd'hui. Est-ce qu'il est à 2,5 ? Est-ce qu'il est à 2,75 ? À 3 ? On ne sait pas vraiment où il est. Dans quel délai ? Donc, on sait qu'il y a un dissident très fort, Miran, qui veut que la Fed baisse ses taux très, très fortement. Donc, hier, il a dit décembre, je voudrais une baisse de 0,50 au minimum. Bon, ça fait 3 fois qu'il demande. Ça fera 3 fois qu'il demande une baisse de 50 points de base. Voilà, ça fera 3 fois. Il pourrait demander 150 en décembre. Il pourrait demander 150. D'un autre côté, certains qui commencent à dire wait and see. On n'a pas justement des données, mais les données, ils ont évidemment d'autres données, montrent que l'inflation est un petit peu plus élevée que prévu et ne décélère plus surtout. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils abandonnent leur cible de 2% ? Aujourd'hui, c'est une daily, je crois, de la Fed qui a donné une interview qui a dit il est hors de question parce qu'on n'arrive pas à revenir à 2, de changer le move the goalpost. Ça a été répété à plusieurs reprises dans ce cycle. Mais vous dites, si la Fed se mettait vraiment à baisser les taux dans un vrai cycle de baisse de taux avec une inflation toujours à 3, le marché pourrait l'interpréter comme l'abandon de la cible. Le marché pourrait l'interpréter d'abord comme l'abandon de la cible, pourrait l'interpréter ensuite en disant, alors que l'économie réaccélère, on baisse les taux, ça va encore mettre du fuel dans l'économie, ça veut dire que dans 6 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être qu'ils seront obligés de se remettre en mode hausse des taux, et hausse des taux forte, parce qu'une fois que l'inflation commence à déraper, on se souvient de 2023, il faut aller vite, il faut taper fort. Donc le risque de politique monétaire en décembre, c'est plutôt, à mon humble avis, de baisser peut-être pas, mais de baisser, de dire qu'ils vont encore baisser. Ouais, je comprends. Il me semble envoyer un signal trop accommodant. Trop accommodant. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a eu ce rallye quand même sur le 10 ans américain depuis l'été. On a perdu à peu près 40 points de base. En reconnaissant que la Fed allait un peu assouplir, depuis ça bouge plus beaucoup. On est, ce que disait Pauline tout à l'heure, on est à 4,10. On sent bien que là, on est contre un mur et que pour passer en dessous de 4 durablement, il va vraiment falloir quelque chose. Et pas que de baisse de taux de la Fed. Il va falloir vraiment que l'économie américaine... Changement de scénario. Avec vraiment un affaiblissement prononcé de l'économie américaine. Ce que je n'anticipe pas, pour les raisons... les midterms, l'échec, le déficit budgétaire qui continue 2100 milliards l'année prochaine. Il n'y a aucune raison
Et puis une gestion du bilan de la Fed qui va aussi ramener sans doute un peu de marge de manœuvre, de liquidité, etc. Des conditions financières qui restent assez souples. 10 ans, 4-10 sur le 10 ans quand l'inflation est à 3, c'est pas une politique, c'est pas des conditions financières restrictives. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les taux d'emprunt des entreprises aussi, avec des spreads de crédit qui sont très bas, les entreprises n'ont aucun mal à se financer et se financent à des taux qui finalement sont relativement des taux réels qui sont finalement relativement bas. Sur cette situation macro-américaine et ce casse-tête pour la Fed, c'est vrai que le dernier FOMC montre une forme de dissension qu'on a peu l'habitude de voir au sein de la Fed, à savoir un vote pour 50 points de base de baisse de taux et un dissident également qui était plutôt pour un statu quo. Et c'est vrai que c'est souvent le cas au sein de la Banque d'Angleterre. On va avoir un membre qui vote pour une hausse de taux quand un autre vote pour une baisse de taux. Mais au sein de la Fed, c'est rare de voir cette dissidence des deux côtés. Ce qui fait que le marché est un peu moins serein, qu'on a vu quand même une consolidation de marché. Tout là où on attendait à plus de 70% une baisse de taux au mois de décembre, là maintenant on est redescendu à 40%, mais il y a encore 40% qui attendent une baisse de taux. Nous, on n'attend pas de baisse de taux. Il y en a 3 qui sont attendus l'année prochaine. C'est quand même pas mal. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est assez important parce que aujourd'hui la question c'est est-ce que au niveau des marchés on peut faire le parallèle avec 1998 où on avait donc la Fed qui s'était mise dans une perspective de baisse des taux, ce qui avait plu au marché évidemment, l'économie américaine qui était résiliente, donc on n'était pas dans un environnement où ça s'effondrait non plus, et donc à partir de ce moment-là, donc fin 98 jusqu'à fin 99, sur un an à peu près, on a pris 50% sur le marché américain. Donc alors là évidemment les valorisations n'étaient pas forcément au niveau actuel. Quoique, à cette époque-là, c'est vrai que c'était pas très profitable. Donc, c'est la notion de multiple à ce moment-là était un petit peu compliquée et on peut pas vraiment comparer avec aujourd'hui. Valoriser les chiffres d'affaires. Voilà, valoriser les chiffres d'affaires. Alors qu'aujourd'hui, les hyperscalers sont des sociétés qui ont déjà un business model profitable et qui recyclent leur free cash flow justement dans ces investissements dans l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est vrai qu'on a des facteurs de soutien macro importants au marché. Mais sur un marché qui, alors même si on exclut en fait les 7 magnifiques ou les hyperscalers ou les deux, on est sur un marché américain qui a 18 fois et demi, ce qui est plutôt sa moyenne de long terme. Ouais. Donc c'est pas non plus très bon marché, on va dire, mais c'est pas non plus dans des zones donc de surchauffe. Hein. Par contre, c'est vrai que quand on regarde le multiple facile 24 fois, il est plutôt dans une zone de surchauffe. Donc après la question, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on dit ça, on se dit bah oui, on a encore une possibilité de faire des investissements judicieux sur une grosse partie de la cote. La problématique, c'est qu'est-ce qui se passe si on a ces hyperscalers, ces 7 magnifiques, qui publient de mauvais résultats. Le jour où Nvidia va publier des résultats 10% en dessous des attentes, et inéluctablement, ça va arriver, puisque à chaque fois qu'ils font mieux, la marche, elle devient encore plus haute pour le trimestre d'après. Qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble du marché ? Est-ce qu'on n'a que les hyperscalers qui baissent ? Non. Alors déjà, ils ont un effet d'entraînement sur le marché, puisqu'ils représentent un poids significatif, et qu'on a beaucoup de gestion passive dans les allocations, notamment des ménages américains. Donc, il y a un effet déjà direct et qui peut être amplifié par une panique, d'ailleurs, puisque... Voilà, indiciel. Indiciel. Et puis, c'est vrai que, si l'indice américain baisse, l'intérêt des investisseurs non américains sur le marché américain est moindre. On a rarement vu les investisseurs internationaux, quand l'indice baisse, se dire, aller dans la capillarité et dire, moi, je vais aller investir sur des valeurs en dehors de l'indice. Personne n'aura envie d'acheter le marché américain pour la value. Voilà, c'est ça. C'est pas un marché qui attire des investisseurs value. C'est-à-dire que si on a un marché étal, on voit, nous, et c'est ce qu'on voit en ce moment, cette rotation continuer vers la value, puisqu'on a une pontification quand même de la courbe des taux américaine. Bon, les taux courts vont baisser à quelle vitesse, c'est la question. Et les taux longs, pour nous, ils vont monter aux États-Unis, dédollarisation et autres éléments. Donc, clairement, ça, c'est favorable à la value. Mais il faut qu'on reste dans un marché plus ou moins étal. Il ne faut pas que le marché s'effondre, parce que s'il s'effondre, malheureusement, tout baissera. On pourra parler après de ce qui baisse moins en relatif, mais l'intérêt du marché américain ne sera plus le même. Vous dites vous-même, on est en 98. 98, ça laisse 12-18 mois encore de potentiel boursier pour, alors à l'époque, un thème qui était celui des télécommunications, enfin des TMT. Aujourd'hui, c'est celui de l'IA, mais 98, fallait pas sortir du marché et pas sortir du thème central du marché. Cisco, qui était le Nvidia de l'époque, donc dans les routeurs, etc., plus grosse capitalisation mondiale, a plafonné à 4% du PIB américain. Là où Nvidia a atteint quasiment 16%, si je ne me trompe pas, du PIB américain. Donc c'est vrai que on est dans des ordres de grandeur quand on analyse des bulles qui sont quand même assez impressionnants.
Mais encore une fois, les bilans des sociétés sont plus sains. Il y a moins d'appels au final. Alors ça commence un peu, OpenAI commence un peu à avoir des problématiques de funding, hein, mais il y a moins d'appels au crédit qu'à l'époque pour l'instant. Internet, pour l'instant, voilà. Donc bon, les choses paraissent un peu plus sous contrôle, mais on est en termes de valorisation quand même encore une fois de manière agrégée sur le marché américain, sur les indices américains, pardon, sur des ratios qui sont très élevés. Le fait qu'on commence à financer une petite partie de ces capex à travers de la dette, Laurent, ça crée un risque nouveau, ça crée un lien de corrélation ou diffusion du risque entre la partie equity, la partie crédit. Je parle du thème de l'IA, bien sûr. Alors, ils peuvent lever 25 milliards comme ça, évidemment, c'est monstrueux. C'est-à-dire moins de rachat d'actions aussi. Hein. Et voilà, ça veut dire qu'on arbitre différemment la gestion du cash flow, du free cash flow, etc. Et est-ce que ça crée un risque supplémentaire autour de ce thème de l'IA, par exemple? Et est-ce que les investisseurs crédits vont être, j'allais dire, impliqués dans ce thème d'une manière ou d'une autre? Je crois que ce qui inquiète est un grand mot, mais ce que les gens commencent à regarder, c'est effectivement tous les investissements, les capex des Mag 7, c'est 70% de l'EBITDA aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, qui dit investissement dit normalement retour sur investissement, et qui dit investissement dit aussi dépréciation des investissements. Ouais. Donc, dans quelques années, on va commencer à avoir des dépréciations des investissements. C'est un des points de la thèse de Michael Burry, hein, de dire qu'ils n'ont pas suffisamment provisionné pour ces dépréciations d'actifs qui vont devoir passer inéluctablement. Voilà. On a l'habitude de dire lots of goodwill, will of good loss. Oui, c'est ça, d'accord. Oui. Beaucoup de goodwill et beaucoup de pertes à l'arrivée. Beaucoup de pertes à l'arrivée. Alors, peut-être que ça n'arrivera pas. Ouais. Ce qu'on a vu sur Internet, c'est qu'il y a eu des investissements colossaux. Le marché s'est emballé en se disant qu'il va y avoir des retours sur investissements colossaux, mais il y a eu tellement d'investissements, qu'il y a eu tellement d'offres que les gagnants à l'arrivée sont les consommateurs qui ont eu des offres Internet très peu chères. Ben, bien sûr. Et que les premiers sur ces marchés-là n'ont pas forcément gagné de l'argent, voire en ont perdu. En revanche, je pense que ça rajoute cette course aux investissements, à l'intelligence artificielle, ça rajoute un élément de plus à la compétition mondiale pour le capital. Donc on a des États, certains gros États, outre-Atlantique, quand même très endettés et qui ont besoin de lever de l'argent. Pas mal, beaucoup d'argent. On a en Asie aussi des besoins de capitaux qui sont importants. En Europe, on a un pays pas très loin d'ici qui a un peu de mal à se dépêtrer avec son déficit et diminuer le déficit. On a un pays pas très loin d'ici, si on traverse le Rhin, qui va augmenter ses effets de dette. Et aujourd'hui, on a en plus ces très grosses entreprises qui avaient énormément de trésorerie, dont on se doute qu'elle était quand même placée largement en bon du trésor, qui a aussi besoin, qui ne va plus placer ça en bon du trésor, mais qui utilise pour investissement. Et tout ça mis bout à bout, je pense que ça explique aussi la petite inflation que l'on a un petit peu en Europe et aux États-Unis, et aussi la courbe des taux qui est revenue sur des pentes beaucoup plus normal, entre guillemets. Hein. Normal, c'était avant on parle de ça il y a une vingtaine d'années. Et même là, en Europe, le taux de la BCE, il est à 2. Le 5 ans allemand, on est à 2,30, 2,25. Et le 10 ans, on est à 2,30. La courbe des taux allemands... 2,65 sur le 10 ans allemand. 2,65 sur le 10 ans, 2,30 sur le 5 et 2,65. On n'est pas non plus sur des pentes de courbe des taux qui sont extrêmement délirantes. On a toujours cette... anticipation que peut-être la BCE, on en reparlera peut-être plus tard, que peut-être la BCE va encore baisser en 2026, ce qui fait que certainement les taux sont à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que ça concourt à cette la guerre de l'attractivité du capital. D'où aussi, je reviens sur mon petit point du bilan de la Fed, mais c'est un petit calcul de coin de table qui avait été fait par un invité de l'émission la semaine prochaine, puisque la Fed va pouvoir réinvestir donc une partie des tombées, des mortgages notamment, pour acheter des treasuries. Le calcul qu'a fait Stéphane Déo, je le cite, chez Eleva Capital, c'est que cette somme de réinvestissement, ça va être plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque mois, et que ça va couvrir une bonne partie des émissions prévues du Trésor américain. Complètement. Maestro Bessent, quoi. Exactement.
C'est toute la complexité de ce que fait l'administration américaine. Mais c'est bien la question de l'attractivité. Pourquoi Scott Bessent est focalisé sur le 10 ans américain? L'immobilier américain, évidemment, c'est le mortgage des Américains. D'ailleurs, au passage, ils sont en train de réfléchir à faire des mortgages sur 50 ans maintenant aux États-Unis pour adoucir les remboursements mensuels. Mais c'est bien de cette guerre-là dont il s'agit. C'est ça. Et puis, on voit bien, hein, on est en train, en fait, la Fed est en train d'ajuster sa courbe, son bilan, pour faire en sorte que l'environnement nouveau dans lequel on est se fasse sans craquement. Et donc, c'est la fin du QT. Est-ce que le QT peut ajuster quelque chose? Au final, tous les papiers de recherche sont assez clairs là-dessus. L'impact du QT est, au final, très faible. Autant l'impact du QE est fort, l'impact du QT est assez faible. On le voyait bien Comme avec regarder la peinture séchée sur un mur, nous disait Janet Yellen. La réduction du bilan, ça doit être regarder la peinture séchée sur un mur. Je n'en ai plus, tout à fait. Assez boring, quoi. Mais c'est ça. Et donc, oui, on avait quand même des tensions sur le financement à court terme, cet ajustement de QT, cet effet-là. Ça va un peu enlever la prime de liquidité qu'on avait sur la partie courte de la courbe. Par contre, sur la partie longue, en fait, les fondamentaux, ils sont toujours là. Hein. Les émissions massives, le financement du déficit, cette inflation qui devient persistante, ce risque politique, hein, on l'oublie un peu, mais les questions de prise en main du board de la Fed, etc., les midterms qui arrivent. Et donc, en fait, le mouvement, il est assez logique. Dans une phase où on a des investissements qui vont être massifs, un endettement qui va être massif, des émissions massives, une prime politique qu'on a du mal à mesurer, mais qui est présente, une inflation plus élevée, une croissance qui augmente, je ne vois aujourd'hui aucun facteur à ce que les taux baissent. Bon. Donc le mouvement global, de toute manière, il est issu d'une quantification de la courbe. La partie courte, on a envie de se dire, la Fed, alors est-ce qu'elle va faire 3, est-ce qu'elle va faire 4 ? Au final, c'est acté dans le marché. Le court, il est quasiment ajusté. Par contre, le long, on a vraiment des marges à une accélération sur la partie longue. Et il y a une manière de freiner, de ralentir quand même ce processus. Comment on fait, en fait? Et c'est tout le concept de répression financière. On en revient toujours à ça. C'est du contrôle de courbe, c'est du contrôle de bilan, et on utilise tous les outils à disposition. Et c'est ce que doit faire l'administration américaine, parce que de toute manière, la pression sur les taux longs est telle dans l'environnement qu'on connaît et avec la rhétorique trumpienne qu'il faut freiner, en fait, cet ajustement du long. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le disait tout à l'heure, Bertrand, le marché américain n'est pas un marché value. Il y a de la value dans le marché américain, mais c'est pas ce qui attire les investisseurs. Alors je repose, est-ce que ça peut changer? Ce qu'on voit depuis quelques jours, est-ce que ça peut donner au moins l'idée d'une fenêtre d'opportunité pour ce style value sur le marché américain? Et puis encore une fois, pour des investisseurs value, le style a quand même bien payé partout dans le monde au terme de cette année 2025. Il faut quand même peut-être là aussi remettre un peu l'église au milieu du village, mais je voyais des indices MSCI World ex-US, c'est peut-être du plus 20 ou plus 25 aujourd'hui. Les États-Unis, autrement dit, sous-performent le reste du monde au terme de cette année 2025. À cause du dollar, en grande partie. À cause du dollar, voilà. En grande partie, mais pas uniquement. Oui. Ouais. Alors, après, la question effectivement des styles aux États-Unis se pose aujourd'hui, et c'est aussi poser la question de la gestion active versus la gestion passive. C'est-à-dire que tant que les flux resteront des flux passifs vers les États-Unis, et donc le fait qu'il n'y ait pas eu forcément une bonne performance est plutôt un point positif pour la rotation de style, puisque les gens sont moutonniers. Donc, comme il n'y a pas une bonne performance en euros, il n'y aura pas forcément de réinvestissement important, puisque une grosse partie des gens réinvestissent sur ce qui a beaucoup monté et vendent ce qui a baissé. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, de ce fait-là, quand à la fin de l'année, les gens vont regarder leur portefeuille et regarder, bon, les États-Unis, ça n'a pas bien marché, ils vont réallouer ailleurs qu'aux États-Unis. Donc, à partir de là, on aura peut-être un effet moindre de réinvestissement sur des trackers ou des ETF qui, de facto, surpondèrent et soutiennent les cours, stimulent les cours de ces gros poids de l'indice. Et c'est vrai que l'écart de valorisation est important avec les sociétés qui sont plutôt dans les secteurs value. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des phénomènes un peu spécifiques sur certains segments de la value américaine, comme les banques régionales. C'est vrai que ça a un petit peu pesé quand même sur... À un moment donné, les capitaux revenaient sur les banques américaines et aussi sur les banques régionales. Les petits problèmes qu'on a eus donc, il y a quelques mois ont un peu cassé ce momentum, comme ça avait été le cas d'ailleurs il y a 1 an et demi. Donc oui, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui. Après, voilà, on pense que nous, l'année prochaine, le marché devrait redécouvrir les investissements aux États-Unis via la gestion active, et à partir de là, aller chercher à la fois la value, mais aussi les petites et moyennes valeurs, qui aux États-Unis sont encore plus en retard qu'ailleurs.
du fait encore une fois de ces effets de flux vers les gros poids de l'indice. Voilà, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait un souci sur les gros poids de l'indice qui fasse qu'il y en ait un ou deux qui commencent à baisser fortement. On a vu AMD il y a la semaine dernière qui commençait un petit peu à avoir des mauvais résultats et donc il y avait un effet d'entraînement ce jour-là. En tout cas. Palantir aussi, un petit coup d'arrêt de voilà. Palantir. Donc, tout le monde s'est arrêté de respirer quelques secondes. Tant qu'il y en a un à la fois, ça va. Mais imaginons qu'on en ait plusieurs qui, lors d'une publication du 4e trimestre, par exemple, commencent un petit peu à faiblir. Bon, ça pourrait avoir un effet global sur le marché américain et sur les marchés globalement. Mais du coup, profitons des autres marchés. Oui. Non, mais enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas est-ce que ça reste pas toujours une bonne idée de continuer de se dédollariser, en tout cas de sortir, d'essayer d'alléger un peu le poids qu'on peut avoir sur des actifs américains pour profiter de l'Europe, il y a une opportunité clairement, de l'Asie. Clairement en Europe, il y a une opportunité puisque là encore, on parle beaucoup du stimulus allemand, mais il n'est pas encore dans les chiffres. On va encore attendre un petit peu pour le voir, mais ce sera sans doute l'année prochaine qu'on va commencer enfin à le voir. Donc ça, il devrait y avoir un effet d'entraînement évidemment sur l'économie allemande, mais aussi sur l'économie européenne. On a ce premier élément. On a l'effet un peu sous-jacent des investissements dans la défense. On sait que c'est pas, contrairement à ce que pensait le marché quand les titres sont partis au sommet, évidemment, on peut pas ajuster les investissements dans la défense, en particulier dans la défense du jour au lendemain, mais c'est un facteur de soutien sur les 5-10 prochaines années. Et puis, on a la cerise sur le gâteau. S'il y a un cessez-le-feu en Ukraine, quand même la reconstruction de l'Ukraine qui est quelque chose d'énorme. C'est un pays qui est quand même très gros, qui a subi énormément de dégâts. On voit aujourd'hui chaque jour les infrastructures énergétiques sont attaquées. Donc il va falloir tout reconstruire. Donc évidemment les sociétés américaines ont une grosse partie du marché, mais les sociétés européennes également. Et donc là il y aura un effet d'entraînement aussi sur l'Europe. À 14 fois les profits. Aujourd'hui, ça nous paraît quand même assez intéressant. Après, il y a voir aussi le verre à moitié vide, et les gens qui sont un petit peu, ils disent oui, mais l'Europe, attention, qui regardent un peu la problématique de la dette, et pas simplement sous l'angle de la France, en se disant qu'il y a un put implicite de l'Allemagne sur le reste de l'Europe, et que l'Allemagne, donc, au travers de son stimulus, va voir en tout cas à court terme. Son ratio on peut aux effets multiplicateurs keynésiens à moyen terme, mais en tout cas à court terme, la dette va augmenter par rapport au PIB en Allemagne. Donc à partir de là, à quel niveau le marché va se sentir serein et à quel niveau il commence à dire oh là là, le pilier de l'Europe, celui qui tient tout le système, commence un peu à se rapprocher, j'en sais rien, les 100% de dette sur le PIB. Et là, attention, on va avoir un traitement un peu différent. Et là, on peut rentrer dans une crise, alors pas équivalente sans doute à 2011-2012, mais quand même une crise de la dette où il y a les investisseurs, que ce soit sur le marché de la dette, mais aussi sur le marché equity, se disent, l'Europe, c'est pas cher, mais attention quand même, il y a cet élément sur la dette. Bon, nous, on est plutôt positif, donc c'est le premier scénario qu'on retient, mais il faut avoir en tête cet élément-là sur l'Europe, qu'à un moment donné, les investisseurs peuvent à nouveau regarder la problématique de la dette, et comme ils sont en train de le faire au Japon. Le Japon est à 250% de dette sur PIB. Oui, mais justement, les taux étaient à 0 pendant 15 ans. Prenons l'exemple allemand, comparé à l'exemple japonais, ça laisse quand même beaucoup de marge encore. Oui, 250 en Europe, là, c'est des niveaux qui sont quand même... Oui. 250 sur l'Allemagne en Europe, là, je pense que là, les marchés seront vraiment bas. Là, le marché boursier prendra... Je suis d'accord, il se sera passé trois choses avant cela. Mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur le statut obligataire de l'Allemagne, Laurent. Il y a quand même un peu de marge avant qu'on s'inquiète d'un risque de défaut allemand. Dans le catalogue de choses que j'ai pu voir, que j'aurais pu anticiper, que je n'aurais pas anticipé depuis quand même maintenant quelques dizaines d'années que je suis là, ce serait est-ce qu'un jour le 10 ans espagnol peut passer sous le 10 ans allemand. Ça, pour l'instant, je ne l'anticipe pas encore. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à craindre. Dans les 5-10 ans qui viennent. Ça reste un point d'ancrage. Ça reste un point d'ancrage. Il y a effectivement un point important sur la dette allemande, c'est que la dette allemande en nominal va augmenter, mais c'est surtout le flottant qui va énormément augmenter. Parce qu'il y a beaucoup de dette allemande qui est dans les banques centrales internationales, en réserve de change, qui sert de collatéral sur les différentes opérations auprès des marchés à terme, etc., chez les assureurs allemands, bien évidemment. Donc on avait un flottant de la dette allemande qui était extrêmement faible. Et cette augmentation de la dette qu'on va avoir dans les années qui viennent, ça va augmenter le flottant très significativement, peut-être 2-3 fois. Le marché l'a reconnu. On a un 10 ans allemand un 10 ans allemand qui est remonté, une courbe des taux positive.
Non, avant de s'inquiéter sur l'Allemagne, je pense qu'il va couler beaucoup d'eau sous les ponts. Pays avant l'Allemagne. Oui, je pense qu'on s'inquiétera bien avant. Ne citez personne. Voilà, non, on s'inquiétera bien avant. Non. On sera surpris positivement par les fruits du plan de relance allemand. Alors, j'y rajouterais du coup une deuxième cerise sur le gâteau qu'on oublie souvent, les plans NGU. Le restant des plans NGU, tous les plans qu'on a eus en fait post-Covid. Si on regarde ce que font l'Espagne et l'Italie n'ont reçu à ce stade que 75% des fonds. Sur les 75% des fonds qu'ils ont reçus, il y en a à peu près 40% qui sont vraiment rentrés dedans. Les plans NGU s'arrêtent l'année prochaine, fin 2026. Si les fonds ne sont pas demandés, les fonds ne se sont pas déboursés. Quand on prend l'ensemble de ce qui est possible de faire, il y aura à peu près 300 milliards supplémentaires d'investissements dans tous les pays européens qui arrivent l'année prochaine. Soyons raisonnables, faisons des hypothèses de multiplicateurs budgétaires. On m'a que le plan Juncker n'avait jamais été déboursé totalement, faute de projet. Là, en étant raisonnable, on a au moins 150 milliards qui arriveront probablement fin 2026, plus probablement en 2027. Et donc, on a en fait tout cet effet d'entraînement. Effectivement, les plans européens de défense, c'est un sujet de long terme, mais on le voit bien, en fait, c'est en train de créer les consortiums, c'est en train de créer les M&A là-dessus. Et en fait, on a un écosystème industriel qui se recrée, plus les plans d'investissement restants NGU qui sont quand même massifs en termes de montant. On peut estimer, sans être très optimiste sur la croissance, que ça nous amènerait en tout cas à un boost supplémentaire. Alors, c'est plutôt fin 2026, début 2027, mais on a quand même des critères de satisfaction Europe. On s'est tous réjouis au mois de mai-juin avec le plan allemand. Je pense qu'en fait, et c'était un peu ce qu'on avait en tête, c'est 2026, 2028... 2027, que ça monte en charge. Oui. Mais en fait, ces plans NGU, on les oublie et en fait, les montants sont massifs. Et ça, c'est des pays comme l'Italie, l'Espagne, que vous avez cités, qui en profitent le plus. Exactement. Mais avec des effets d'entraînement. C'est ce que montraient ces plans. C'est le fait que tous les pays aient accès à cet argent-là en même temps et qu'en plus, l'Allemagne aura cet effet-là. Le plan allemand, c'est plutôt un plan industriel allemand d'infrastructure. Mais le fait que tous les pays ensemble aient cet effet-là, mais en fait, l'effet multiplicateur est beaucoup plus fort. Bon, mais le plan allemand spécifiquement, il permettra, je sais pas, de surprendre positivement en termes de résultats qu'on mesurera avec les chiffres de croissance de PIB. Assez simplement. Oui et non. Et je vais faire le parallèle avec notre situation proche, notre situation française, c'est-à-dire que aujourd'hui on a tous les critères pour que ça fonctionne. En fait, on a une BCE qui est en gros à 2%. Je pense pas qu'elle va baisser plus. Une inflation qui est plus du tout une issue. Par contre, en fait, on commence à voir désormais tous les effets différés en fait de cette crise. Les amortisseurs qu'on avait, ils sont plus là, et donc les marges des entreprises sont pénalisées, les défaillances sont en train d'augmenter. Tout ça se fait dans un environnement de taux qui ne baissera plus. Le coût du capital, le coût de la dette, c'est un nouveau facteur. Et dans un environnement instable où l'Europe est mal positionnée par rapport à la Chine et aux États-Unis. Donc voilà, on a des facteurs de soutien, on a de l'investissement qui arrive, on a une sorte d'écosystème européen, en tout cas une prise de conscience. C'est ce qui me semble apparaître, en tout cas en accélération récente, qu'il y a une prise de conscience que l'Europe doit sortir par le haut de ces crises-là. Maintenant, est-ce qu'en termes de croissance, on va être très élevé? Allez, soyons positifs. Zone euro, on sera peut-être à un 3 de croissance. Les États-Unis, on les attend autour de 2,5. La Chine... L'an prochain, encore. La Chine avec 4 en ralentissement. Oui. Mais en tout cas, voilà, les facteurs de soutien qu'on n'attendait pas seront présents. Mais il y a quand même un momentum un peu plus positif. Ouais. Bon, politique d'investissement pour finir l'année là sur les actions internationales. Est-ce qu'on a envie déjà de verrouiller une partie des performances dans des fonds qui ont pu bien performer, Bertrand? Est-ce que c'est un peu la stratégie? On a des rallyes de fin d'année, comme on dit. Alors, donc voilà, en général, on les anticipe quitter le marché tout de suite. Alors, ok. Ils viennent pas, la personne ne l'anticipe. Donc peut-être qu'on aura un rallye de fin d'année. Il faut avoir ça en tête quand même. Non, nous on regarde un peu effectivement ce qui se passe en Chine et on pense que malgré le rebond des actions chinoises, elles restent quand même assez en retard, avec une valorisation à 12 fois qui effectivement est plus forte, plus élevée qu'à 9 fois il y a un an. Mais quand on compare ça par rapport donc à l'Europe à 14 fois, vu les éléments aussi pas si on en discutera, mais sur les data centers. Nous, on pense que d'ici 10 ans, la Chine écrasera le reste du monde, tout simplement parce que l'accès à l'énergie bon marché, notamment nucléaire, parce qu'ils sont rentrés dans un plan... Power is free, disait en Chine Jensen Huang la semaine dernière.
L'énergie, c'est gratuit là-bas, pour ceux qui font de l'IA. Ils ont décidé, il y a une dizaine d'années, d'y aller à fond sur le nucléaire, et donc les centrales nucléaires vont rentrer progressivement dans les prochaines années en opération, et ils vont sortir du charbon, donc en plus le mix deviendra propre aussi, d'un point de vue éthique, alors qu'aux États-Unis, on est en train de c'est pour ça que certains titres sont en fusion aux États-Unis, sans faire de jeu de mots. On a du gaz, en fait. On fait des centrales au gaz, très très vite, etc. Mais on sait que sur le long terme, le nucléaire a quand même une compétitivité par rapport au gaz qui est importante. Les prix du gaz sont certes faibles aujourd'hui, mais ils peuvent fluctuer. Le nucléaire, c'est vrai que ça, c'est une base que la Chine est en train de s'acheter pour donner une perspective à quelqu'un qui opère un data center, qui a une consommation importante. Le nucléaire permet d'avoir une vision donc des prix à long terme qui est relativement peu fluctuante. Et ça, c'est quand même un avantage conséquent. Ça permet d'imaginer un vrai cycle de surperformance des actions chinoise, asiatique, émergente, comme on a pu l'avoir post-crise TMT pendant quand même 7-8 ans. On va dire le léger rebond de l'économie chinoise s'est fait surtout via un rebond de l'industrie, une stabilisation de l'immobilier, mais la consommation reste encore largement en berne. Et ça, c'est vraiment le moteur pour les 10 prochaines années de la Chine. Et la capacité du gouvernement, des autorités chinoises à apprendre comment on gère le moral des consommateurs, et comme aux États-Unis, ils savent le faire à merveille, en entretenant le marché, le marché monte, on fait en sorte que les gens achètent des actions, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le dernier stimulus, ils ont essayé de pousser, d'incentiver, on va dire, les ménages chinois à acheter des actions, regardez, ça monte, etc., derrière, pour essayer de créer des effets de richesse, et de derrière relancer cette consommation. Nous, notre pari sur l'année prochaine, c'est qu'ils vont réussir, en tout cas, à donner l'impression au marché que cette consommation remonte. Et on voit différents indicateurs qui nous montrent que on a une inflexion sur la consommation. Alors, à confirmer, encore une fois, il y a eu beaucoup de faux départs, mais on pense qu'en 2026 peut être l'année de la Chine en termes de le rattrapage boursier, en tout cas, des actions chinoises, devrait continuer, exactement. Sur la partie crédit, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a ces histoires de cafards soulevées par Jamie Dimon, effectivement. Alors là, on est dans un marché de private credit, de crédit privé, mais dans le crédit liquide, en l'occurrence... tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tout va trop bien, du coup, Laurent ? Est-ce qu'il est temps de se poser des questions ou pas ? Je trouve que demain, j'ai un comité d'investissement, donc je vais travailler un petit peu le sujet. On a cette chance par rapport... Alors, les spreads de crédit sont extrêmement bas, effectivement. Beaucoup de gens qui craignent, qui disent c'est trop tard, il ne faut pas rentrer et tout. Comme on disait tout à l'heure, on a une qualité de crédit des États qui a plutôt tendance à se dégrader. Donc, le fait que les spreads de crédit se resserrent, ISO, notation des entreprises est normal, puisque l'écart se réduit. Mais surtout, on a, comparativement à la période des taux négatifs, on a des taux souverains qui sont positifs et assez nettement positifs. Donc, sur un fonds high yield, mais sans aller dans le bas yield, vous êtes sur du WB-, WB-. Le haut du high yield. Le haut du high yield, bonne qualité. Aujourd'hui, on construit un portefeuille sur une maturité 4-5 ans avec des rendements qui vont être entre 4,5 et 4,75. Ce qui reste confortable en termes de taux réels, et ce qui permet d'amortir quand même un certain nombre de risques sur le crédit, parce que le crédit, ça reste risqué. Le principal risque pour le crédit, c'est pas les gros émetteurs, c'est pas les entreprises. Le principal risque, c'est la fraude, en fait. C'est la fraude. Ah oui. C'est la fraude. C'est-à-dire une entreprise qui va faire défaut parce qu'elle a... D'accord. Voilà. Oui. Ce qu'on a vu avec en Allemagne, la grosse qui a fait... oui, j'ai plus le nom en tête. Qui était la star du DAX et qui s'est effondrée du jour au lendemain parce qu'il y avait une fraude. Wirecard. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Les entreprises qui émettent, qui sont cotées, elles sont suivies par des analystes qui font les meilleures hypothèses. L'univers d'investissement est extrêmement large. Si on a un petit doute sur une entreprise, on se dit à ce prix-là, c'est plus très intéressant. On trouve que le risk reward est plus intéressant. On va aller sur une autre entreprise. Et le vrai risque, c'est la fraude. C'est une fraude comptable, une fraude financière, qui fait que là, dans un portefeuille, si vous avez, par définition, vous voyez pas la fraude. Le petit signe noir idiosyncratique. À part ça. Sur des fonds obligataires entre, on va dire, entre triple B et double B-, on a des taux de rendement et des portages qui restent confortables et qui protègent
j'aime pas le mot protéger, mais qui permettent d'amortir au cas où l'économie s'affaiblisse, au cas où les taux souverains remontent parce qu'il y a un petit peu plus d'inflation. Ça permet d'amortir le choc et d'avoir des rendements qui resteraient normalement positifs à horizon 1 an. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour votre éclairage et votre expertise ce soir dans Planète Marché. Laurent Martin, CIBTP France, Bertrand Puy, Fidélité Internationale et Léa Dauphas, Stack Economics.